Merci beaucoup Lydiane de ton invitation et de me donner la possibilité de parler de mon livre, sachant que je n'ai absolument pas les qualités d'orateur d'un Jean-Dominique Michel ni d'un Louis Fauché. Je suis plutôt un homme de l'écrit, mais je suis passionné par ce que je dis, donc je pense que ça pourra compenser. Merci aussi à Covidub et à ceux qui enregistrent cette conférence. C'est tellement important d'avoir des médias alternatifs, car la vaccination est vraiment le sujet sur lequel il y a le plus de fake news dans les médias mainstream. Je lisais encore il y a quelques jours dans le journal Le Parisien, qui est un journal important en France, ce titre, vraiment en sous-titre, que le papillomavirus, le cancer du col de l'utérus, aurait été éradiqué dans certains pays grâce à la vaccination contre le papillomavirus. C'est écrit en toutes lignes, éradiqué dans certains pays, et la France, mauvais élève par rapport à ces pays. C'est écrit en toutes lettres dans un sous-titre, c'est absolument incroyable, mais ça prépare, par contre, très agréablement la venue d'Emmanuel Macron, là, mardi, dans un collège où il va parler vaccination contre le papillomavirus, sachant qu'il a parlé à l'automne peut-être d'une obligation vaccinale sur ce vaccin pour les adolescents. Je ne pense pas qu'ils iront jusque-là, mais en tout cas, il y a une campagne vraiment médiatique importante sur ce sujet, avec vraiment des contre-vérités. Il suffit d'aller voir les statistiques sur les gouvernements suédois et australiens qu'ils prennent en exemple pour voir qu'il n'y a absolument pas d'éradication. Je serais le premier à m'en réjouir s'il y avait une éradication d'un cancer, qui ne s'en réjouirait pas, mais c'est une absolue fake news. Donc merci et bravo aux médias alternatifs et de donner la parole aussi à des voix un peu dissonantes. Alors je voudrais simplement peut-être juste commencer la conférence par une question à l'auditoire. Qui d'entre vous pense que la campagne de vaccination anti-Covid a été une sorte de vaste expérimentation médicale au mépris du principe de précaution, avec des conséquences et des effets indésirables qui étaient assez difficilement prévisibles mais potentiellement inquiétants, et contre une maladie qui finalement était réelle, mais contre laquelle, si on avait un bon système immunitaire, on pouvait tout à fait faire face, et pour lequel il y avait en plus des traitements adaptés. Qui pense cela? Alors, moi je suis là pour vous dire, pour ceux qui écoutent, c'est la majorité de la salle, moi je suis là pour vous dire que j'ai le sentiment que c'est exactement la même chose pour tous les autres vaccins. Alors, et c'est un peu l'objet de ma conférence aujourd'hui. Peut-être me direz-vous, mais attendez, pour les autres, on a beaucoup de recul, parfois des dizaines d'années de recul. Mais le recul ne vaut que si l'on prend en compte les signaux de sécurité, que si l'on évalue correctement, que si l'on prend le temps d'évaluer correctement la vaccination, ses effets, ses éventuels effets indésirables, son efficacité, qu'on le fait avec une science qui n'est pas manipulée, qui n'est pas infiltrée, qui n'est pas déformée par des intérêts. Donc on a du recul, oui, mais prenons un exemple. Je voudrais vous parler des recherches d'un Danois qui s'appelle Peter Abbey, qui est dans son pays a obtenu la plus grande distinction scientifique en matière de santé. C'est quelqu'un qui a eu 600 publications scientifiques à son actif, qui a toujours été considéré d'ailleurs pro-vax, parce qu'il a fait des études en Afrique montrant l'intérêt de la vaccination contre la rougeole en Afrique. Et puis, avec tous ces travaux en Guinée-Bissau notamment, et en étudiant de façon très précise l'impact des campagnes de vaccination sur la santé, et pas seulement sur les maladies qu'on essayait de prévenir avec le vaccin, mais sur la santé en général, il s'est aperçu de quelque chose d'assez incroyable. C'est que les enfants vaccinés avec le DT-Coq, diphtérie, tétanos, coqueluche, qui est un vaccin qui contient de l'aluminium, qui a été très répandu dans les pays occidentaux jusque dans les années 90, 90, eh bien les enfants qui étaient vaccinés avec ce vaccin-là mouraient 5 fois plus. Il y avait une mortalité infantile 5 fois supérieure. Alors, je sais que ça paraît difficile à croire, mais il a publié ses travaux. Pour être tout à fait précis, ces travaux montraient un doublement de la mortalité infantile, mais ce qu'il a montré, c'est que c'était les enfants qui allaient se faire vacciner étaient en meilleure santé et mieux nutris, que les enfants qui étaient laissés non vaccinés, c'était les enfants qui étaient en moins bonne santé et malnutris. Et donc c'est comme ça qu'il en a conclu qu'il y avait une multiplication par 5 du risque de mortalité infantile en Afrique avec ce vaccin-là.
Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Il a bien sûr voulu communiquer sur ses travaux. Il a été reçu à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, qui a dépêché 3 experts pour vérifier que ces chiffres n'avaient pas de problème, qu'il n'y avait pas de problème majeur avec ses travaux, qui ont confirmé que ses travaux étaient tout à fait valables. Et puis, moratoire, arrêt de la vaccination, on fait des études. Pas du tout. On a continué, comme si de rien n'était. Une de ces étudiantes, maintenant qui est une chercheuse, c'était il y a une vingtaine d'années, je voudrais vous lire quand même, a publié une tribune pour essayer de secouer les décideurs dans The Independent, dont je voudrais simplement vous citer un extrait. Cette découverte, donc la multiplication par 5 de la mortalité, a été confirmée à plusieurs reprises. La protection contre la diphtérie, le tétanos et la polio a une lourde contrepartie, elle augmente le risque et la coqueluche a une lourde contrepartie, elle augmente le risque de mourir d'autres infections, comme les infections respiratoires, surtout pour les femmes. En chiffres absolus, ces résultats indiquent que l'utilisation du DT-coq en Afrique subsaharienne pourrait coûter des dizaines de milliers de vies de petites filles chaque année. Donc, on a le recul, oui, mais si on n'en fait rien, si après des signaux de sécurité de ce niveau-là, on ne fait rien, à quoi sert ce recul ? Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on est en train de faire sur les vaccins ? Et finalement, les signaux aussi que certains ont soulevés, professeur Montagnier sur les morts subites de nourrissons, la question de l'autisme, tout ça c'est balayé d'un revers de main, mais est-ce qu'on a vraiment cherché ? Est-ce qu'on a vraiment pris en compte tous les éléments ? Alors, à ce stade, je pense que, peut-être pas dans cette salle, mais beaucoup de gens se disent « Ah, mais est-ce qu'il ne serait pas anti-vax ?» Alors, je voudrais quand même dire un mot là-dessus. C'est aussi évidemment le titre de mon livre. Moi, je n'ai rien contre le principe de la vaccination. Je n'ai rien contre la médecine. Évidemment, si on me prouve, avec des études scientifiques d'un bon niveau, indépendantes, que certains vaccins, pour certains cas, ont un rapport bénéfice-risque positif, je n'y verrai évidemment aucun inconvénient. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que cela fait 10 ans que je travaille dans la santé. Je suis journaliste scientifique et je travaille dans la santé depuis 10 ans. Et au fur et à mesure des années, moi je suis parti de la doxa dans ma tête. Moi je fais Sciences Po à Paris, vous savez, j'avais toutes les pensées de l'élite qui pense bien comme il faut. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à évoluer sur la question de la vaccination. Et aujourd'hui, évidemment, après 3 ans en plus de Covid, je me dis que c'est peut-être le bon moment aussi de parler des autres vaccins. Et là où beaucoup de gens disent « Ah, vous savez, je suis pas anti-vax, j'ai tous mes autres vaccins, y a aucun problème avec les autres vaccins, mais celui-là, je ne l'en veux pas. » Moi, je dis vous avez vu ce qui s'est passé sur le Covid. Vous avez vu comment on a nié les effets indésirables, comment on vous a vendu une efficacité extraordinaire qui n'est pas vraiment apparue dans les chiffres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait se produire la même chose sur les autres vaccins ? Et la raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que la raison pour laquelle tant de gens dans la population ont accepté cette fable sur laquelle 2 doses et le retour à la vie normale. Tant de gens l'ont accepté, pourquoi ? Parce que le vaccin bénéficie d'une image de baguette magique dans l'opinion publique. Une baguette magique. Sinon, comment croire à cette idée, quand on connaît un minimum la vaccination, les virus, les coronavirus, on ne pouvait pas croire une seule seconde. J'ai d'ailleurs écrit dans Big Pharma démasqué, que j'ai sorti juste avant la campagne de vaccination. Non, ça peut pas être la réponse. Ça ne marchera pas, en tout cas pour juguler l'épidémie. Alors, je pense qu'il est important d'ouvrir les yeux et de se poser les bonnes questions sur les autres vaccins. Et là, je suis dans la transgression suprême, parce que déjà critiquer les vaccins Covid, c'est une chose, mais critiquer les autres vaccins, alors là on passe un pas dans la transgression, mais que voulez-vous ? Et je voudrais rassurer tout le monde sur un point, c'est que si on commence à se poser des questions, cela ne provoquera pas de chaos ou de désastre de santé publique. Et je voudrais un tout petit peu insister sur ce point, parce que c'est le fondement de ce que j'appelle la religion vaccinale. Cette idée qui est vraiment très partagée, communément partagée,
que les vaccins, c'est ce qui a permis de mettre de côté les redoutables maladies infectieuses au XXe siècle. Et donc que si on commence, à tort ou à raison, à critiquer les vaccins, même à juste titre, on pourrait commencer à jeter le doute sur un outil de santé publique qui est absolument salvateur, et donc il ne faut surtout pas entrer là-dedans. Et ça justifie tout. Ça justifie des pieux mensonges. Ça justifie on met de côté tout un tas d'éléments qui nous paraissent, qui pourraient mettre le doute dans la population. Et c'est vraiment un élément fondamental. Et le pire, c'est que c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun drame de santé publique si on arrêtait demain la vaccination. Je ne dis pas aujourd'hui il y aurait plus de désavantages d'inconvénients que d'avantages, ou d'avantages que d'inconvénients à l'arrêter. On manque d'études pour finalement en avoir le cœur net. Ce que je dis avec certitude, c'est qu'il n'y aurait pas de drame, parce que ce ne sont pas les vaccins qui nous ont permis d'en se débarrasser du drame des maladies infectieuses. Et là, je voudrais vous le démontrer avec quelques exemples. Le premier, le plus fameux, c'est celui de la variole. On entend tout le monde, les ministres, les autorités de santé, les plus grands experts de la vaccination, quand vous les attendez, ils vous disent que les vaccins ont éradiqué la variole. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Là aussi, ça paraît difficile à croire, tellement c'est quelque chose qui est très répandu, qu'on lit partout. Je vais vous lire un extrait d'un rapport qui a été soutenu par l'Organisation mondiale de la santé en 1980, au moment où on s'est félicité de l'éradication de la variole, qui a été observée effectivement en 1979. Et donc ce rapport, on peut lire en toutes lettres ceci: les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse, furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. Pour extirper la variole de ces pays avec les moyens disponibles, il fallait absolument changer de stratégie. La stratégie n'était plus exclusivement axée sur la vaccination de masse, mais privilégiait également la surveillance. Et encore, les mots sont un peu feutrés, il faut lire entre les lignes. Heureusement, on a le directeur de l'information de l'OMS qui, quelques années plus tôt, a publié une tribune dans Le Monde. Alors, vous voyez, on ne peut pas faire plus officiel. Et qui disait ceci. Là aussi, je voudrais le lire parce qu'il faut vraiment le voir pour le croire. Sur le plan stratégique, l'abandon de la vaccination de masse en faveur de l'approche dite de surveillance endiguement. Donc, il s'agit de surveiller les cas quand il y a un malade, de les isoler et de faire attention au contact. Ça ne marche pas pour le coronavirus, mais pour la variole, qui est une maladie très particulière, ça fonctionne. Donc, l'abandon de la vaccination de masse revêtit une importance capitale. Elle résulta de deux observations. La première était que même dans des populations vaccinées à 90%, on pouvait assister à des flambées épidémiques. La seconde était qu'avec ce type d'approche, surveillance endiguement, on parvenait à faire complètement échec à la transmission, même lorsque l'incidence variolique était élevée et les taux de vaccination faibles. Alors là, je pense qu'on ne peut pas dire plus clairement que la vaccination de masse a échoué pour éradiquer la variole et que ce qui a fonctionné pour éradiquer la variole, ce n'est pas du tout la vaccination de masse. Et pourtant, tout le monde pense, enfin la plupart des gens pensent, et on vous le redit par les plus grandes autorités sanitaires, que la variole a été éradiquée grâce à la vaccination. Et d'ailleurs, quand on se poche un peu dans l'histoire, on voit qu'on pouvait le savoir et s'en douter, puisqu'il y a une ville en Angleterre, la ville de Leicester, qui en 1885 s'est rebellée contre l'établissement médical et l'obligation vaccinale qui avait lieu à l'époque contre la variole, et a décidé de ne plus imposer l'obligation vaccinale dans sa ville. Un peu comme en Suède, pendant les confinements, ils ont été stigmatisés comme anti-science, traités de tous les noms, en disant « il y a une catastrophe qui va arriver puisque vous décidez d'arrêter la vaccination ». Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien qu'il y a eu plutôt moins de variole, en tout cas pas plus que dans les autres villes industrielles de même calibre qui avaient, eux, conservé l'obligation vaccinale et que eux, ils avaient mis en place une stratégie de surveillance endiguement qui, finalement, sera validée bien plus tard par l'OMS. L'ironie de l'histoire, c'est que, finalement, c'est cette stratégie-là, évidemment, qui a fonctionné
alors que ceux qui ont décidé ça à l'Esther ont été stigmatisés pendant des années et considérés comme les dangereux expérimentateurs, en fait. Et ça doit nous, je pense, faire écho à ce qu'on a vécu plus récemment. Donc ça, c'est la variole. Mais qu'en est-il des autres maladies infectieuses ? D'abord, est-ce que vous avez entendu parler de vaccination de masse contre la peste, la lèpre, le choléra, la gale, les fièvres typhoïdes qui faisaient énormément de morts. La fièvre typhoïde et scarlatine, fin du 19e siècle, faisait énormément de morts. Bon, tout ça, il n'y a pas eu de vaccination de masse et pourtant, ces maladies ne sont plus des fléaux. C'est un premier élément. Ensuite, il y a deux graphiques, il n'y a que deux graphiques dans mon livre, mais je les aime beaucoup, sur la coqueluche et la rougeole et leur mortalité entre le 19e siècle et le 20e siècle. Et on s'aperçoit en regardant les courbes que la mortalité qui était élevée effectivement au 19e siècle et encore au début du 20e siècle dans les pays occidentaux chute complètement au cours du 20e siècle et au moment où le vaccin apparaît, elle est à quasiment zéro pour ces deux maladies. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ces deux maladies pour lesquelles, et surtout la rougeole, on pense qu'il n'y a pas moins de cas au fil du temps. Il y avait autant de cas. Par contre, il y avait beaucoup moins de morts. Donc on ne peut pas dire que c'est grâce à l'assainissement des eaux, ça c'est ce qui a permis d'éradiquer la polio dans les pays occidentaux. Il y avait autant de cas. C'est pas l'hygiène, c'est pas la pasteurisation. Qu'est-ce qui fait qu'on mourrait beaucoup moins de la rougeole et de la coqueluche ? Eh bien tout simplement, l'immunité. Exactement. Parce que il s'est passé quelque chose de très simple, c'est une amélioration drastique des conditions de vie grâce au progrès économique et social. Et ça a permis de sortir de conditions qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Il faut penser à ce que c'était que les villes ouvrières à la fin du 19e siècle. Il faut s'imaginer, prenons bien sûr, alors il y a les eaux usées. Je ne vais pas dans les détails de ce que c'était sans égouts qui ont été installés à la fin du 19e siècle dans les différentes villes. Ça, c'est pour plutôt l'hygiène. L'habitat, quand vous avez un habitat sans fenêtre, totalement humide, mal chauffé, ah oui, la mortalité infantile dans des conditions de pauvreté extrême, oui, elle est énorme. On mourait beaucoup de diarrhée aussi à cette époque-là, beaucoup de diarrhée. L'habitat, les eaux, et puis quelque chose dont on parle moins, c'est les carences nutritionnelles. À Paris, au début du siècle, 1 enfant sur 2 était affecté de rachitisme. Le rachitisme, c'est causé par une carence extrême en vitamine D. Je pense qu'on a tous compris depuis cet épisode Covid à quel point la vitamine D était fondamentale pour le système immunitaire. Et que même dans nos pays parfaitement développés, beaucoup de gens ont une carence. Alors, on n'a plus de rachitisme, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin d'être extrêmement carencé pour être en dessous du niveau optimal pour avoir un système immunitaire en bon état. Donc quand on imagine ce niveau de carence nutritionnelle, et là je n'ai pris que la vitamine D, on pourrait prendre la vitamine C, il y avait encore du scorbut chez les mineurs à la fin du 19e siècle. Là aussi le scorbut c'est quoi ? C'est une carence extrême en vitamine C. Là encore, l'amélioration nutritionnelle en vitamine C, en vitamine D a permis d'être plus fort face aux maladies infectieuses. Et puis, de manière générale, c'est même pas la micronutrition qui est le plus important, mais simplement une absence de malnutrition. On a un peu oublié, enfin moi je suis retombé sur ce chiffre récemment, j'avais déjà entendu, mais les Français, et de manière générale les Européens, mais les Français ont pris 10 cm de taille entre 1900 et 1965. Ça révèle une malnutrition, une fin de la malnutrition qui est considérable. Et donc, qu'est-ce qui est important là-dedans ? C'est que le corps des enfants, la mortalité infantile, était beaucoup plus à même de faire face à des infections et que les diarrhées pouvaient emporter beaucoup d'enfants, des fièvres, bien sûr des rougeoles et des coqueluches, ce qui n'était plus le cas après. Et donc, qu'est-ce qui est important ? C'est le terrain. C'est pas le virus, c'est le terrain. Le virus existe. Moi, je fais partie de ceux qui
fais pas partie de ceux qui pensent que ça n'existe pas, mais le terrain est fondamental. Et s'il y a bien quelque chose que nous enseigne le XXe siècle, c'est que ça a donné cette amélioration du terrain a donné des résultats extraordinaires contre les maladies infectieuses. Et au cas où vous ne me croirez pas, là j'ai voulu aussi prendre une citation d'un journal médical de référence sur les questions infantiles qui s'appelle Pediatrics. Et on peut trouver un article dans lequel il est dit « Près de 90% du déclin de la mortalité des maladies infectieuses chez les enfants américains a eu lieu avant 1940, quand peu d'antibiotiques, quasiment aucun, et de vaccins, quasiment aucun, étaient disponibles. » Là aussi, les chiffres sont imparables. L'essentiel de la disparition des maladies infantiles, des maladies infectieuses, de la mortalité liée aux maladies infectieuses, a disparu avant même l'apparition des antibiotiques, qui ont pourtant bien aidé, et certainement avant l'apparition de la plupart des vaccins. Peut-être que maintenant, on peut être un peu plus rassuré, et du coup se parler un peu plus sereinement des avantages, des inconvénients de la vaccination. Dans le pire des cas, peut-être qu'il y aura des cas où il aurait mieux valu se faire vacciner, que certains parents ou certaines personnes feront peut-être pas les bons choix, mais en tout cas, on peut en discuter comme de n'importe quel acte médical. Après tout, il n'y a pas de raison d'avoir de religion particulière sur cet outil. Et de la même manière et moi c'est ce que je demande à travers mon discours, mes livres, c'est que, un peu comme pour les antibiotiques qui ont été pour le coup une avancée majeure de la médecine, on revienne à un peu de raison. On a vu que c'était pas la panacée tout le temps. On a dit les antibiotiques c'est pas automatique parce qu'on s'est aperçu que il pouvait y avoir des effets indésirables, que ça avait des effets sur le microbiote, qu'à longue on pouvait induire, si on l'utilisait trop, une antibiorésistance, parce que les virus et les bactéries mutent. Et donc, un peu de la même manière, moi je voudrais en appeler à bien un retour à une forme d'esprit critique et sans avoir peur de transgresser le tabou et surtout de transgresser cette idée qu'il ne faudrait surtout pas instiller le doute. Et pour d'ailleurs enfoncer le clou, si on parle des anciens vaccins qui ont fait la gloire des vaccins, j'ajouterais aussi qu'ils ne sont pas altruistes pour la plupart. Prenez le DT polio. C'était le seul vaccin jusqu'en 2018 en France qui était obligatoire. Pourtant, le DT polio injecté n'était absolument pas altruiste. Il ne pouvait protéger, s'il fonctionne, que la personne qui le reçoit. Et c'est absolument mathématique, puisque la diphtérie, on injecte la toxine qui est libérée par la bactérie. Donc on n'agit pas sur la bactérie elle-même, sur sa transmission. On agit sur le poison, la toxine qui est produite par la bactérie, en espérant entraîner le corps à se protéger contre elle. Donc il peut être absolument certain que ça ne peut que protéger contre les formes graves, peut-être, mais absolument pas contre la transmission, ni provoquer la moindre immunité collective. Même chose pour le tétanos, c'est la toxine tétanique qui est dans le vaccin et non pas la bactérie. D'ailleurs, le tétanos n'est même pas une maladie transmissible, donc de toute façon, c'est réglé. Et la polio, la polio dans les vaccins injectables, dans le muscle, et là vous allez retrouver une correspondance avec ce qu'on a vécu sur le Covid. La polio, c'est un virus qu'on attrape généralement en ingérant des eaux usées dans lesquelles circule le virus. Et le virus traverse l'appareil digestif et repart dans les selles. Et à aucun moment, en fait, il n'y a, dans sa transmission en tout cas, de lien avec le système immunitaire général qui est dans la circulation sanguine. Et donc, vous pouvez avoir un vaccin qui vous protège des formes graves avec une injection dans le muscle, parce que là, si vous avez une infection généralisée, votre système immunitaire va vous défendre. Mais il est absolument évident pour tout le monde que ce vaccin injecté dans le muscle ne peut pas empêcher le virus de circuler et de repartir de la même manière qu'il est arrivé. Et donc, là encore, on a un vaccin qui peut-être protège des formes graves, mais en tout cas qui n'est pas altruiste. Parce que le système immunitaire intestinal n'est pas relié directement à la circulation sanguine. Et la correspondance avec le Covid et la coqueluche est très claire.
Je vais prendre la coqueluche d'abord. On s'est aperçu, mais c'était assez clair, que un vaccin, là encore, injecté dans le muscle, ne peut pas empêcher la transmission d'un virus qui se multiplie dans les voies aériennes. Pour une raison simple, c'est que la cavité nasale a une immunité qui est propre. On appelle ça l'immunité mucosale, qui est quasiment pas en lien avec l'immunité générale qui circule dans le sang. Donc vous pouvez avoir des anticorps dans le sang. Ce sont d'autres anticorps qui sont dans la cavité nasale. Et ça, c'est ce qu'on savait pour la coqueluche avant le Covid. On le savait. Il y a eu des papiers qui ont montré ça. C'est pour ça qu'on a essayé de faire des vaccins nasales pour la coqueluche, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait beaucoup de transmission en fait sous le radar de la coqueluche malgré la vaccination. Et donc c'est quelque chose qu'on aurait dû savoir qu'il se produirait pour le Covid. C'est un virus qui se réplique dans le nez, avant peut-être de toucher les poumons, mais qui d'abord se réplique et se transmet dans la cavité nasale. Il était probablement en fait impossible que ce virus puisse empêcher la transmission, en tout cas la bloquer. Étrangement, c'est pas tellement ce qu'on nous a dit au moment de la vaccination de masse. On a même fait des obligations sur le principe qu'on cherchait à bloquer la transmission. Et c'est pour ça qu'il est si important de revenir sur et de comprendre un peu les autres vaccins, comment ça fonctionne, ce qu'on sait, les limites de la vaccination. C'est pas une baguette magique. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent quand on veut faire un bon vaccin. Et là-dessus, je résiste pas à la tentation de vous lire un cours qui a été fait par quelqu'un, là encore, qui a un pédigré impressionnant, qui s'appelle Jean-François Saluzzo, qui est virologue et expert auprès de l'OMS et qui a été, en plus, pendant 10 ans, le directeur de production des vaccins viraux chez Sanofi. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle en termes de production de vaccins. Et voilà ce qu'il a dit à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Marne. Comment faire un vaccin ? C'est très intéressant car on ne sait pas le faire. Il n'y a pas de recette. Chaque fois qu'il y a un virus nouveau qui arrive, c'est un problème. Le meilleur exemple est le VIH. Quand il est arrivé en 1984, Robert Gallo et toute l'équipe américaine a dit « On a le virus, dans 2 ans, on a le vaccin, banal. » 30 ans après, il n'y a pas de vaccin. Il disait ça en 2011. Je continue. Il n'y a pas de solution miracle pour produire un vaccin. On ne sait pas vraiment comment. Une des raisons essentielles de l'histoire des vaccins est que l'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Quand un virus nouveau apparaît, on ne sait pas comment les autres vaccins ont marché et si on peut s'en inspirer. Alors, il ne devait pas savoir qu'il était filmé. Enfin, si, il savait qu'il était filmé. En tout cas, pas que ça se retrouverait sur YouTube et que des journalistes comme moi viendraient chercher son discours. Mais c'est quand même assez intéressant. Donc ça, je vous ai parlé un peu des anciens vaccins qui ont fait un peu sur lequel s'est bâti l'édifice vaccinal, la variole, le DTP. J'aurais pu dire un mot du BCG. Je ne sais pas s'il était très répandu en Suisse. Il a été obligatoire pendant longtemps en France. Qui a été abandonné, il n'a jamais été utilisé aux États-Unis et il y a une étude randomisée en Inde sur 300 000 personnes qui a montré qu'il y avait 0 impact sur la tuberculose. Mais après tout, c'était une autre époque. Il y avait plus d'empirisme et parfois, pourquoi pas, ne pas avoir toutes les études. Mais bon, disons que depuis 40 ans, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de rigueur et notamment dans la validation des nouveaux vaccins. Et là, je voudrais vous raconter un tout petit peu l'histoire de l'hépatite B. Parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a franchement des correspondances avec ce qu'on a vécu avec le Covid qui sont frappantes. En France, en Suisse, apparemment, ça a été le cas aussi. Il y a eu dans les années 90 une grande vaccination de masse contre l'hépatite B. Non seulement de la population générale. On a même reconnu que ça avait été absurde parce qu'on avait vacciné des personnes âgées qui risquaient rien de cette maladie qui touche essentiellement les toxicomanes, et les prostituées, c'est les aiguilles et puis les rapports multiples. Donc c'est vraiment même les autorités, même Dominique Castigliola a reconnu qu'on était allé un peu loin et qu'on avait vraiment vacciné un peu des gens qui ne le méritaient pas. Mais il y a vraiment une campagne incroyable. On nous a fait croire que c'était le péril infectieux du siècle.
le ministre français, Douste Blazy, qui arrivait aux 20h de TF1, c'est le péril le plus important de cette fin, un des périls infectieux les plus importants de cette fin du XXe siècle. Et puis, évidemment, tout ça a été préparé. Il y a une interview d'un dirigeant du laboratoire pharmaceutique qui fabriquait le vaccin, qui l'a dit de façon assez ingénue. On a sensibilisé l'OMS au fait que c'était un problème de santé publique. Et ensuite, on a trouvé dans le ministre Douste Blazy quelqu'un de très réceptif à nos arguments. Et donc, il n'y a qu'en France, vraiment, et en Italie, où ça a été obligatoire, qu'il y a eu une telle campagne de vaccination vraiment massive. Il y a eu 30 millions de Français qui ont été vaccinés. En Italie, ça a été obligatoire pour les adolescents. Et il se trouve que le ministre de la Santé de l'époque, ainsi que le directeur de l'agence du médicament de l'époque, ont fini en prison pour corruption. Avec des montagnes, des fortunes retrouvées chez eux, notamment en or et en diamant. Ceci explique probablement cela. Mais donc ça, c'est une campagne de vaccination qui a été lancée, mais et depuis 1995 en France, tous les nourrissons, il y a une recommandation qu'ils se fassent vacciner contre l'hépatite B. C'est le cas aussi aujourd'hui en Suisse, il y a une recommandation, et en France, c'est obligatoire depuis 2018. Déjà, ça pose une question, indépendamment même, et on va y venir dans une seconde, de la question de l'efficacité de ce vaccin, de ses risques. Ça pose une question majeure. Pourquoi vacciner des nourrissons contre une maladie d'adultes, de personnes qui sont dans des vies à risque? Même l'INSERM, en 1995, avait fait un rapport disant, même pour les finances publiques, ça vaut pas le coup, il faut se contenter de vacciner les personnes vulnérables, les personnes à risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce vaccin avait été conçu au départ, pour vraiment les petits groupes les plus à risque, et puis éventuellement pour les médecins qui sont en rapport direct avec des patients qui peuvent, notamment les chirurgiens, où il y a du sang qui peut être impliqué. C'était pour ça que les premiers concepteurs avaient imaginé un vaccin contre l'hépatite B. Au départ, il n'y avait absolument pas cette idée que ça pourrait devenir une vaccination de masse. Il n'y avait aucune raison, en fait. Mais c'est là que moi, je me suis penché du coup sur l'histoire de ce vaccin, et vous allez voir que c'est tout à fait étonnant. Ce qui s'est passé, c'est que le premier vaccin était un vaccin plasmatique. Alors ça, c'était déjà une révolution, parce que jusqu'à présent, grosso modo, il n'y avait que des vaccins où on prenait le virus ou la bactérie, on atténuait sa dangerosité ou on l'inactivait, et puis on injectait ça. Et là, ce qui était un peu révolutionnaire dans cette pratique, c'était dans les années 70, c'est qu'on a pris une petite protéine du virus de l'hépatite B, qu'on trouvait dans le plasma sanguin de personnes qui étaient infectées. Et c'était la protéine de pointe, celle qui est à la surface du virus. Et donc on isolait, on purifiait, tant bien que mal, sachant que c'est du sang de personnes qui avaient des comportements à risque. Et puis il y a eu des essais cliniques. Et en fait, il y a eu 2 grands essais cliniques, en tout et pour tout, sur 2 fois 1000 personnes. Et ces essais cliniques ont été réalisés sur, donc à l'époque, des homosexuels américains ayant eu plus de 20 partenaires dans les 6 mois précédents. Et je le dis tout de suite, ça va être les seuls essais cliniques randomisés qui vont être faits. Donc on a vacciné des nourrissons, on vaccine aujourd'hui des nourrissons, sur la base d'un essai clinique, de 2 essais cliniques qui ont été réalisés sur une population qui n'a absolument rien à voir. Mais attendez, le meilleur est à venir, si j'ose dire. Donc ils font cet essai clinique sur une population, pour le coup, qui peut-être peut bénéficier d'un vaccin de cette nature-là. Quels sont les résultats ? Alors, quand on prend les hépatites B, on constate qu'il y a beaucoup plus d'hépatite B dans le groupe qui n'a pas été vacciné que dans le groupe qui a été vacciné. Premier point favorable au vaccin. Mais par contre, il y a un petit élément qui est important, c'est que quand on prend l'ensemble des hépatites, quelles qu'elles soient, on constate qu'il y a beaucoup moins de différence. Presque autant, il y a juste un peu plus d'hépatites toutes causes que d'hépatite B strictement dite. Et ça, c'est un point important, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'effet sur la santé toute cause. Souvenez-vous des découvertes de Peter Abbey. Il y avait peut-être moins encore je ne sais pas s'il l'a montré, mais peut-être moins de diphtérie, tétanos, coqueluche chez les enfants qui avaient été vaccinés, mais ils mouraient 5 fois plus
Donc, qu'est-ce qui compte? C'est la santé générale. Donc, dans cet essai clinique, on a montré qu'il y avait à peine plus ou à peine moins d'hépatite, toute cause, dans le groupe vacciné. Et alors, dans les hospitalisations, parce que là encore, on peut faire des correspondances avec la question des formes graves, mais il y avait une hospitalisation pour hépatite dans le groupe vacciné et une hospitalisation pour hépatite dans le groupe non vacciné. Moi, ça me fait penser aux essais Pfizer, où il y avait 95% d'efficacité, mais un peu plus de morts dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. En tout cas, il n'y avait pas le moindre début de preuve d'une efficacité sur les formes graves de l'hépatite. Finalement, c'est ça qu'on cherche à éviter, parce que l'hépatite B, elle est évacuée par 90% des gens sans aucun problème. Pas la moindre début de preuve clinique d'une efficacité sur ces formes graves chez un groupe pour lequel c'était peut-être le plus à même de montrer une efficacité. Alors j'ai dit qu'il y avait 2 essais cliniques, c'est pas tout à fait vrai. Je voudrais quand même vous dire juste un mot d'un 3e qui a eu lieu en France par l'Institut Pasteur, chez des dialysés. Les dialysés, ceux qui font des dialyses, sont aussi à risque effectivement, quand il y a ce genre de procédé d'hépatite B. Donc il y a eu un petit essai clinique. On aperçoit qu'il y a un peu moins d'hépatite B dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. C'est pas flagrant, mais il y en a quand même un peu moins. Et par contre, quand on regarde bien, coïncidence ou pas, il y avait un peu plus de morts dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné, et un peu plus de nécessité de transplantation rénale dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. Donc là encore, en tout cas, sur le groupe le plus susceptible de bénéficier d'un vaccin, il n'y avait pas le moindre preuve d'une efficacité contre ce qu'on cherche à éviter, l'aggravation d'un problème. Et puis, bon, pour la petite histoire, enfin, c'est pas une petite histoire, mais le placebo, c'était pas un placebo. Il n'y a jamais de placebo dans les essais randomisés sur les vaccins. Les vaccins Covid étant peut-être une exception. Alors, ça reste encore... En tout cas, ils ont prétendu que c'était un placebo, mais c'est jamais le cas normalement. Ils ont donné de l'aluminium. Ah oui. Sinon, on verrait qu'il y a des effets indésirables immédiats. Alors, ils les regardent que sur 5 jours, donc de toute façon, ils sont tranquilles. Ils risquent pas de détecter des scléroses en plaques et des autres maladies plus graves qui ont été liées à ces vaccins. Mais malgré tout, même en regardant sur 5 jours, ils voulaient pas qu'il y ait quand même de façon disproportionnée plus de fièvre, de douleur au point d'injection. Donc, ils ont donné de l'aluminium au groupe placebo, ce qui est contraire indépendamment de l'éthique scientifique, parce que du coup on masque les effets indésirables, c'est contraire à toute éthique, parce qu'on injecte un poison, parce qu'on peut dire qu'à lié à un vaccin, il a plus d'effets bénéfiques que d'effets indésirables, l'aluminium, on peut l'entendre, mais injecté seul, il ne peut, dans le meilleur des cas, qu'avoir des effets toxiques. Mais ça, c'est une pratique qui ne s'est pas arrêtée. Là, je parle des 40 ans, mais c'est encore comme ça que ça fonctionne. Donc c'est avec ces éléments-là qu'on, finalement, on a autorisé les vaccinations de d'autres groupes. Et il y a même pire que ça, c'est que, en fait, le vaccin qui a été utilisé de façon massive à partir des années 90 dans tous les pays, c'était pas un vaccin plasmatique. C'était un vaccin génétique. Alors on croit que les vaccins génétiques sont apparus avec AstraZeneca, vaccin ADN, Pfizer, Moderna, vaccin ARN. Non. Le premier vaccin génétique est le vaccin contre l'hépatite B. Et le Gardasil est un vaccin génétique. Qu'est-ce que j'entends par génétique? Eh bien, pour créer ce vaccin, on prend une cellule de levure ou de hamster. Levure, c'était GSK, hamster, c'était Pasteur. Et puis, on va découper un gène dans un autre organisme, on va l'insérer dans cette cellule, dans l'optique de faire fabriquer à cette cellule la protéine qu'on veut mettre dans le vaccin. Donc, c'est une manipulation purement et simplement génétique, qui n'a, dans son procédé, absolument rien à voir avec le fameux vaccin plasmatique, mais qui de toute façon, dont les médecins, ça a été abandonné, parce que les médecins n'en voulaient pas, parce qu'ils voyaient d'où ça venait, du sang, ils avaient un peu peur qu'il y ait des contaminations, ils n'avaient pas totalement confiance dans le processus de purification de la protéine, et en plus, c'était plus compliqué pour une production de masse. Et la révolution c'était une révolution génétique, une première révolution dans les procédés de fabrication des vaccins, avec une rentabilité bien plus importante, mais avec des risques aussi considérables.
et qui sont d'ailleurs, pour certains, un peu les mêmes que pour les vaccins Covid, en tout cas ceux dont on pouvait imaginer au départ qu'ils pourraient se produire, parce que, en fait, les vaccins ADN nous font produire, nous, la protéine. Là, il s'agit de faire produire à une cellule la protéine qu'on va mettre dans le vaccin. Mais d'une certaine manière, le mécanisme génétique est le même, c'est-à-dire qu'on essaie de faire produire à une cellule une protéine. Alors, dans les vaccins Covid, c'est à l'intérieur de notre corps, donc c'est un peu encore plus particulier. Mais quand on fait ça avec une levure, en fait, moi je ne savais pas, je lis les biologistes qui expliquent cela. En fait, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se produire au moment du découpage du gène, de l'insertion. Il y a tout un tas de choses qui peuvent mal se passer. Par exemple, une protéine qui se replie mal et qui fait le lit de maladies neurodégénératives, maladies à prions. Il peut y avoir des contaminations de l'ADN avec des impuretés ADN qui peuvent provoquer des cancers. Et donc, en fait, en tout cas, on est sur une technologie qui a ses risques à soi. D'ailleurs, l'OMS avait fait un rapport en pointant ces risques. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont jamais été évalués dans le moindre essai clinique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un tour de passe-passe. On a dit, vous voyez, on a prouvé l'efficacité des vaccins plasmatiques, parce qu'il y avait moins d'hépatite B dans le groupe vacciné. Maintenant, on peut voir le niveau d'anticorps dans le sang qu'il faut pour savoir qui est protégé et qui ne l'est pas. Et donc, toutes les seules études qu'on a faites, c'est de regarder si les nouveaux vaccins produisaient un taux d'anticorps qui était comparable à celui qui était produit par les anciens vaccins. Mais on n'a jamais testé ces nouveaux vaccins génétiques révolutionnaires contre un groupe, je ne parle même pas placebo, parce que c'est pas mais même pas contre un groupe de contrôle. Et c'est ainsi qu'on a vacciné 30 millions de Français dans les années 90 et qu'on vaccine aujourd'hui la plupart des nourrissons un peu partout dans les pays occidentaux. Et il n'y a que l'Angleterre jusqu'en 2017 qui avait résisté à la pression pharmaceutique en refusant de vacciner les nourrissons, en disant non, en se contentant de cibler les groupes à risque. Et finalement, en 2017, ils ont rejoint le troupeau. Donc c'est assez universel. Et le fait que ce soit possible, que les parents, on peut pas leur en vouloir, mais ne le savent pas, mais acceptent en fait qu'on vaccine leur enfant, déjà contre une maladie d'adulte, de toxicomane, etc. Mais en plus, avec des vaccins qui ont ce niveau-là de preuves scientifiques, et sachant qu'en plus, on n'a même pas le moindre début d'idée si la vaccination à la naissance a encore des effets, quand même il serait efficace, a encore des effets à 20 ans, à 30 ans, à l'âge où ça devient potentiellement intéressant. Et donc, quand on se plonge dans le monde des vaccins, on va honnêtement de surprise en surprise de cette nature-là. Je vous promets que c'est pas une exception. Je le temps tourne, mais j'aurais pu vous parler aussi du vaccin pneumocoque. Je vais juste dire un mot qui a été introduit au début des années 2000. Nouveau vaccin. Et là, c'est encore une innovation extraordinaire. Alors là, on a un essai clinique randomisé avec en plus 2 fois 17 000 enfants. Là, bon, au moins en termes de taille de l'étude, essai randomisé, groupe de contrôle, on est pas mal. Mais ce qui a été sidérant, c'est que le laboratoire qui s'appelait Wyeth et qui a été racheté par Pfizer, qu'est-ce qu'il a utilisé dans le groupe de contrôle ? Un vaccin qui n'avait encore jamais été autorisé nulle part. Un vaccin expérimental. C'est-à-dire pour tester leur vaccin expérimental, pour demander l'autorisation des autorités de santé, la validation, ils ont utilisé un vaccin qu'ils avaient développé par ailleurs contre les méningites, qui a été autorisé après, sur la base même du même essai, ce qui est impressionnant. Et donc ils ont fait, oui, une pierre de coups. De leur point de vue, disons, c'est compréhensible. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'une autorité de santé et puis laissez passer ça. Vous nous proposez un nouveau vaccin, très bien, testez-le contre un placebo, pas contre un vaccin expérimental. Et en plus, quand on regarde un peu dans le détail, il y avait 2 fois plus de morts subites du nourrisson dans le vaccin expérimental qui sera approuvé par la suite que dans le vaccin contre les pneumocoques, le Prevnar. Et là aussi, c'est des signaux. Les effectifs sont faibles, mais c'est des signaux qui sont susceptibles d'être un peu inquiétants.
Après, la question, c'est, si tout ce que je dis est vrai, comment est-ce que c'est possible? Et je comprendrais que vous ne me croyez pas. Et c'est pour ça que aussi j'ai écrit ce livre, parce qu'en fait, une grosse partie du livre essaye d'expliquer comment c'est possible qu'on soit dans une situation comme celle-ci, quelles sont les influences, pourquoi cet aveuglement. J'ai un chapitre sur les médecins, sur l'aveuglement médical. Il faut bien comprendre que les vaccins ont contribué au prestige de la médecine. C'était vraiment le miracle médical. Dire que c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est quand même un peu moins, un peu moins flamboyant. Que par ailleurs, j'explique bien, longuement, dans le milieu médical, une sorte de négation de la iatrogénie qui atteint des sommets. La iatrogénie, c'est les effets négatifs que peuvent infliger un traitement. Et ça traverse les temps, les siècles. Il y a un refus tout à fait compréhensible psychologiquement de penser que ce qu'on a donné comme traitement ou comme médicament ou comme injection peut causer des problèmes. Donc il y a un mécanisme psychologique qui est celui de la dissonance cognitive qui est assez compréhensible. Je parle des autorités de santé, juste en dire un mot ici, mais le problème fondamental, c'est qu'elles sont jugées parties. On sait qu'on ne peut pas être jugé partie, en tout cas que ça pose immédiatement un problème. Mais quand la même personne ou les mêmes personnes ou la même organisme autorise un produit en disant vous pouvez y aller, ce produit est sûr, et est chargé de regarder si après coup ce produit était bien sûr, que croyez-vous qu'il va se passer? Est-ce que vous croyez qu'il y a une incitation majeure à aller trouver les problèmes et aller dire ah non, effectivement, il y a tout un tas de problèmes qui se sont produits? Je parle de l'OMS, de l'influence de Bill Gates. Je parle aussi d'un sujet que j'ai découvert en fait à l'occasion du Covid. Je prétends pas être un spécialiste, mais j'ai passé plusieurs semaines dessus parce que je pense que c'est une clé fondamentale de compréhension de l'hystérie vaccinale. C'est la course aux armes biologiques. Je développerai pas forcément ici, mais il est tout à fait logique en fait que entre grandes puissances, c'est le dilemme du prisonnier ou le piège obésien. On peut se dire, même en donnant à tout le monde les meilleures intentions du monde, l'ennemi ou l'adversaire potentiel est en train potentiellement d'avancer avec des perspectives de pointe sur des armes biologiques. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois aussi être au même niveau technologique, ne serait-ce que pour préparer les vaccins, pour être défensivement prêt en cas d'attaque. Et donc, une fois que vous avez ça en tête, vous savez que les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres, et ça c'était très officiel avant 1972, où il y a eu une convention sur les armes biologiques. Avant, il y avait des recherches très claires. Et donc, ça éclaire énormément de choses. J'ai un chapitre consacré à ça dans mon livre. Ça éclaire beaucoup de choses, sachant qu'en plus, le SARS-CoV-2, il y a quand même des grandes chances que ce soit au départ des recherches pour faire une arme biologique, que ce virus soit lié à ce type de recherche. Et donc, la vaccination, dans cette optique, devient un enjeu de sécurité nationale. Parce qu'il faut être capable de vacciner toute une population en cas d'attaque, en cas de perspective d'un adversaire qui aurait acquis une technologie supérieure. Et donc l'hésitation vaccinale devient un problème de sécurité nationale. Et je pense que ça, c'est un maillon essentiel, parce que je parle évidemment de l'industrie pharmaceutique. Il y a un beau chapitre consacré à l'industrie pharmaceutique. Mais on ne peut pas tout ramener à l'industrie pharmaceutique. Il y a d'autres influences. J'essaie de brosser l'ensemble des influences dans ce livre. Tout le monde n'est pas corrompu. Il y a énormément de médecins, de chercheurs qui sont tout à fait de bonne foi, qui croient vraiment à ce qu'ils font. Il faut comprendre ce conformisme et cet unanimisme d'une autre manière. Je parle aussi des médias, des revues scientifiques et des politiques, pour essayer d'expliquer comment tout ça est possible, pourquoi tout ce que je vous ai raconté là, et qui est une petite partie en fait de l'histoire des vaccins, comment tout cela est possible. Donc moi, mon souhait, c'est le sous-titre « Retrouvons un esprit critique sur la vaccination », c'est de cultiver le doute. C'est quand même une vertu, depuis au moins Descartes. Mais étonnamment, je voudrais vous raconter juste, pour conclure, une petite anecdote. Mon premier manuscrit, Big Pharma démasqué, j'ai envoyé un éditeur que je connaissais qui était un
voilà, que je connaissais personnellement. Et il n'a pas voulu du lire. Et il me dit, écoute, c'est très bien et tout, mais ça sème le doute. Alors, moi, je pense qu'il faut semer le doute constructif, mais qu'on ne peut pas, s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas croire sur parole, sans vérification, ce que nous disent les politiques, les autorités de santé. Il faut faire ses propres recherches et on est traité de complotiste quand on fait ça, mais comme dirait le professeur Raoult, si c'est ça être complotiste, alors soyons complotistes. À propos des médecins, donc vous en avez parlé, j'ai lu votre livre, Le principe de dissonance cognitive et de nier la iatrogénicité, etc. Je comprends bien. Mais à un niveau individuel, vous dites qu'il y a des médecins qui sont de bonne foi, qui ne sont pas corrompus et tout ça. Mais comment ils peuvent être tellement ignorants? Voilà. Vous venez d'expliquer quelque chose à propos de la coqueluche. Nous, on vient d'être grands-parents pour la 3e fois, et puis le pédiatre de notre petit-fils a recommandé aux parents que mon mari et moi, nous nous fassions vacciner contre la coqueluche. Alors, mais comment ils peuvent être ignorants à ce point? Je ne comprends pas. Il y a 2 à 3 heures de cours sur les vaccins dans le cursus d'un médecin. Après, même s'il y en avait beaucoup plus, c'est pas sûr que ce serait enseigné d'une manière parfaitement critique et équitable. Mais déjà, il faut savoir que le médecin standard ne connaît rien au vaccin. Il ne connaît rien. Il connaît beaucoup moins que toutes les personnes dans cette pièce après avoir parlé 1 heure des vaccins. C'est comme ça. Et après, que peut faire un médecin? Il peut pas tout vérifier par lui-même sur tous les sujets. Donc, il fait confiance aux autorités de santé. Et donc on lui dit, mais c'est une stratégie qui s'appelle le cocooning, il faut, pour la coqueluche, peut-être on a essayé ça, on a vu partout que ça ne marchait pas, hein, et pour cause. C'est même peut-être pire en fait, parce qu'en fait quand vous avez la coqueluche et que vous n'êtes pas vacciné, et que vous êtes symptomatique, vous toussez, vous voyez que vous avez quelque chose, vous vous isolez. Mais ce qu'on commence à comprendre de ce vaccin, c'est qu'il provoque des formes asymptomatiques, mais qu'on peut transmettre. Et donc, c'est plus risqué en réalité, parce que vous ne savez pas que vous êtes malade. Juste pour compléter la question que tu viens de poser, même si les médecins sont ignorants, mais comment se fait-il qu'ils acceptent de vacciner des enfants, des nourrissons, dont le système immunitaire n'est pas du tout mature ? À partir du moment où les plus grandes autorités médicales, les spécialistes d'immunologie ont conseillé, recommandent ce type de vaccination, un médecin de base, un pédiatre de base, ils se disent qui suis-je pour contester ce que des grands experts qui ont passé toute leur vie travaillé sur le sujet disent. Donc moi je n'en veux pas aux médecins. Enfin, j'aimerais qu'ils s'informent par eux-mêmes, mais fondamentalement. Dans un système idéal, quand même, on devrait pouvoir se reposer sur des intermédiations de confiance, parce qu'on ne peut pas vérifier tous les sujets, on ne peut pas creuser tous les sujets. C'est impossible. Je ne veux pas déresponsabiliser non plus les gens, mais c'est vrai qu'on est obligé. Alors, ce dont on s'aperçoit, est-ce qu'on aimerait que les médecins s'aperçoivent, surtout avec la crise Covid, c'est que on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas croire sur parole les autorités. Quand on pense qu'on a conseillé de rester chez soi avec du Doliprane contre une infection comme celle du coronavirus, je pense que les médecins qui ont vocation de soigner, beaucoup d'entre eux, et c'est une bonne chose, je pense, une partie d'entre eux, malheureusement pas assez, mais quand même se sont rendus compte qu'il y avait un problème. C'est peut-être le début d'une prise de conscience. Et moi, je pense que c'est un bon moment aussi pour essayer d'ouvrir le dossier des autres vaccins, parce que quantité de personnes qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas avec les vaccins Covid sont prêts maintenant à entendre un autre discours sur les autres vaccins, ce pourquoi il aurait été impossible en fait il y a encore 3 ans. Donc prenons le positif dans ce qui arrive, y compris dans ce qui est dramatique, mais prenons le positif, c'est que quand on voit qu'il est recommandé encore de faire une 4e, 5e dose malgré l'inefficacité apparente, les effets indésirables, il y a beaucoup de gens qui se sont dit non, d'ailleurs qui n'ont pas fait cette 4e dose, donc ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose, peut-être un problème dans les recommandations des autorités. Donc il y a quand même matière peut-être à espoir.
Dans les années 70 à Genève, on avait Françoise Berthoud, pédiatre, qui a publié 3 bouquins. Le premier, elle avait fait ses études, elle était plus ou moins pour les vaccins. Et les 2 livres qui ont suivi étaient vraiment contre. Et elle explique vraiment très très bien pourquoi. C'est les années 70, 80, c'est ancien. Voilà, j'avais envie de parler d'elle. Merci infiniment pour ton travail qui est exceptionnel. Et vraiment, tu établis le benchmark de ce qu'est un journalisme scientifique digne de ce nom, donc merci. Et puis, alors il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est qu'il y a beaucoup de points d'interrogation quant à l'origine de la technologie ARN messager dans le domaine vaccinal, et notamment les liens avec le département de la Défense américain. Il y a des doutes quant à la rapidité de sortie des esquisses de vaccins, notamment par Moderna, des lapsus où le président dit avant même que l'épidémie soit déclarée qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Qu'est-ce que tu as pu vérifier? Qu'est-ce qui est établi? Qu'est-ce qui est spéculatif? Et qu'est-ce qui est en questionnement autour de cette question? Une chose qui est certaine, c'est que la fameuse opération Warp Speed, qui a permis aux États-Unis de mettre sur le marché très rapidement les vaccins Moderna et Pfizer, est une opération qui a été dirigée non pas par le ministère de la Santé, mais par le ministère de la Défense. Les 2/3 des gens qui s'occupaient de ça, c'était le ministère de la Défense. L'architecte de cette opération, d'ailleurs le premier nom de cette opération, c'était Projet Manhattan 2. Alors ils se sont aperçus que c'était peut-être pas super en termes de communication, mais mais c'était le premier nom de cette opération. Et d'ailleurs, j'ai une citation que je vous ai épargnée, mais alors, vu que tu me poses la question, un des architectes principaux de cette opération Warp Speed s'appelle Robert Kadlec. C'est monsieur biosécurité depuis des années aux États-Unis. Et voilà ce qu'il disait en 1998. Les armes biologiques, sous le couvert d'une maladie endémique ou naturelle, offrent à l'agresseur la possibilité d'un déni plausible. Le potentiel de guerre biologique a créé des pertes économiques importantes et l'instabilité politique qui en découle, associée à la possibilité d'un déni plausible, dépasse les possibilités de toute arme humaine. Donc lui, il fait partie de ceux qui, depuis 20 ans, au moins 20 ans, tirent la sonnette d'alarme et disent « il faut être préparé, il faut être préparé, il faut être préparé ». Quoi de mieux que des vaccins ARN pour, si tant est qu'ils fonctionnaient, mais en tout cas pour être préparé, sachant que les autres vaccins, les vaccins plus traditionnels, mettent beaucoup plus de temps à être fabriqués. Et c'était la promesse, c'est ce qui a fait que l'armée, je pense, était si intéressée par ces vaccins ARN et a eu un rôle si important, c'est que l'idée était qu'on pourrait fabriquer en masse, dès qu'on a la séquence du germe qui nous agresse, et fabriquer en masse des vaccins. Et d'ailleurs, il y a eu une réunion intéressante en 2019 avec des représentants de la BARDA, de l'armée américaine, Anthony Fauci, qui discutent de ça, et justement, quelqu'un dit, mais ce qui serait quand même pas formidable qu'on puisse avoir des vaccins très rapidement. Et on dit effectivement, il faudrait que ça se produise, mais aujourd'hui, le vaccin de la grippe, il est encore cultivé sur des œufs, ça prend du temps, etc. Mais il y a cette promesse ARN-ADN qui nous donne cette promesse. Et là, Anthony Fauci, qui calme tout le monde, qui dit « Oh, vous savez, pour que ça arrive sur le marché, il faut au moins 10 ans, à condition qu'à toutes les étapes de sécurité, ça passe. » Donc vous voyez, un an plus tard, on les avait. Bon, je vous laisse en tirer vos conclusions. Alors, je rebondis sur ta question, Jean-Do, et votre réponse. Je précise que je n'ai pas levé la main à votre question initiale, quand vous demandez si c'était une expérimentation médicale. Vous auriez demandé si c'était une expérimentation non médicale, financée par un département militaire ou par une agence de renseignement à 3 lettres, afin de tester le degré de compliance, de docilité d'une population suite à une opération de manipulation psychologique de masse, et peut-être afin d'injecter d'autres substances que de l'ARN messager. J'aurais peut-être levé la main. Ma question est la suivante. Avez-vous, dans vos études, les analyses, recherches que vous avez faites, avez-vous analysé, trouvé un seul vaccin qui ait un bénéfice-risque qui fasse qu'on puisse effectivement l'appeler vaccin? Et sinon, toujours pour enchaîner sur ce que disait Jean-Do, sinon, est-ce que vous pensez vraiment que les autorités derrière le financement des vaccins ARN messagers, le département militaire, etc., pouvaient décemment ignorer qu'aucun vaccin ne marche véritablement et véritablement penser qu'en lançant
un vaccin génétique, alors qu'il existe des vaccins génétiques depuis les années 90, comme vous l'avez dit, donc ils ne peuvent pas non plus ignorer qu'ils ne marchent pas, qui pouvaient vraiment penser que ça pouvait être un moyen de se prémunir contre une attaque biologique. Est-ce qu'il n'y a pas un autre agenda ? Je pense que oui. Je pense que la religion vaccinale va très haut, va très loin. Donc je pense que oui, y compris au plus haut niveau. J'ai rédigé un article récemment sur Brigitte Autran, qui est en France la présidente du nouveau conseil scientifique. Le nombre de contre-vérités crasses qu'elle dit, je pense vraiment qu'elle les dit sincèrement. Donc après, est-ce qu'il y a des vaccins ? Moi, je ne sais pas en fait. Ce que je dis, c'est que de mon point de vue, il n'y a aucun vaccin pour lequel il y a un niveau de preuve scientifique sur le rapport bénéfice-risque qui me paraît concluant. Et mon point de vue, c'est que pour injecter une substance qui peut avoir des conséquences irréversibles à une personne en bonne santé, il faut avoir un très haut niveau de preuve scientifique. Moi, simplement ce que je dis, c'est que ce niveau de preuve n'existe pas pour aucun vaccin. Et moi, mon principe, c'est celui du principe hippocratique, principe de précaution, d'abord ne pas nuire. Donc effectivement, moi, à titre personnel, j'ai pas le niveau de niveau de preuve, mais ce qui ne veut pas dire que aucun ne marche ou que ils ont tous des effets indésirables. On a globalement une énorme incertitude. Moi, c'est pas flagrant qu'il y ait une efficacité énorme dans beaucoup de cas. Il y a des signaux de sécurité importants dans beaucoup de cas aussi. Donc, dans cette incertitude-là, je ne suis pas confiant et je pense que ce n'est pas très prudent que de faire des vaccinations. Et c'est pour ça que moi, j'encourage chacun. Par contre, je ne dis jamais à quelqu'un est-ce que je dois me faire vacciner. Faites vos recherches. Vaccin par vaccin, il y a quand même le docteur Delorgeril qui a fait une série de collections sur chaque vaccin individuel. Moi, je vous encourage vraiment, si jamais vous êtes confronté à une vaccination qu'on vous recommande à vous, à vos enfants, aux petits-enfants, de regarder et que chacun prenne ses décisions. Mais encore faut-il évidemment qu'il ne soit pas obligatoire. Et c'est une des conclusions de mon livre, c'est aussi qu'en cet état d'incertitude scientifique, il est inacceptable qu'il y ait des vaccins obligatoires. Que chacun puisse se faire une opinion et se vacciner s'il estime sachant que chaque personne est différente, chaque cas est différent. Laisser la liberté, bien sûr, mais la liberté dans les deux sens. Il y a un grand statisticien français, Alfred Sauvy, disait « Les statistiques sont des êtres sensibles et délicats qui, soumis à la torture, livrent des aveux conformes au désir du bourreau. » Quand vous avez entendu ce que j'ai dit, déjà, ça vous met en perspective, déjà, par rapport au discours officiel sur la coqueluche. Et donc après, moi, je vous demande pas du tout de me croire sur parole, d'aller vérifier, d'aller parler à votre médecin de ça, et puis de lui demander ce qu'il en pense, et peut-être aura-t-il quelque chose aura-t-il une réponse qui vous convaincra, mais en tout cas, d'avoir les deux faces d'une argumentation, et de chercher aussi les gens qui sont indépendants, qui n'ont rien à gagner dans un sens ou dans un autre à vous dire quelque chose, et ça, c'est évidemment une source généralement plus fiable, c'est tant est qu'ils sont compétents, mais au moins déjà, ça enlève en fait des biais et des conflits d'intérêt qui peuvent exister, ou des conflits psychologiques comme chez les médecins qui ont vacciné depuis 30 ans. Et est-ce que quand on a vacciné des nourrissons depuis 30 ans, est-ce qu'on a envie d'entendre que finalement l'autisme qui explose depuis à peu près la même période, ça pourrait avoir un lien ? Non, bien sûr que non. Alors sur les statistiques, je voudrais en dire un mot. Il y avait une autre citation, je trouve amusante. Je crois que c'est Churchill qui disait je ne crois qu'aux statistiques que j'ai manipulées moi-même. Et on en a eu quand même un formidable exemple dans cette crise Covid et qui est un élément fondamental dans la religion vaccinale, c'est que les autorités ont tiré parti d'un biais que peu de gens connaissent, qui est le biais du vacciné en bonne santé. Il faut savoir, ça étonne beaucoup de gens, y compris des gens sceptiques sur la vaccination, mais c'est un fait que quand vous laissez les gens choisir, ce sont généralement ceux qui sont en meilleure santé qui se vaccinent le plus. Alors je sais bien que ça, surtout dans ces milieux peut-être bien informés et vaccinosceptiques, ça peut surprendre parce que il y a aussi une petite catégorie de gens qui prennent extrêmement bien soin de leur santé, qui mangent bien, qui font très attention, qui eux vont pas se faire vacciner, qui sont très informés. Mais cette petite partie ne compense pas statistiquement l'effet global, qui est que en gros ceux qui ont les plus privilégiés, qui ont bénéficié du système et qui ont confiance au système, vont plus se faire vacciner, sont mieux informés par les sources officielles et vont davantage suivre les recommandations officielles. Que les milieux moins favorisés
qui ont moins confiance au système, ou qui sont peut-être pour certains avec des comportements plus à risque, ou sont moins attentifs à leur santé, vont moins se vacciner en moyenne que les autres. Et donc ça crée une distorsion qui explique pourquoi il faut des essais randomisés en double aveugle contre placebo, parce que c'est utilisé par les vaccinalistes depuis des années. Par exemple, sur le vaccin contre la grippe, ils disent vous voyez, y a, chez ceux qui se sont vaccinés, il y a quand même moins de morts que chez ceux qui n'ont pas été vaccinés contre la grippe. Ah bon, mais est-ce que ce serait pas simplement qu'ils sont en meilleure santé ? Si, il y a eu des études qui ont été faites, et en fait, on s'est rendu compte que les non-vaccinés mourraient plus avant le départ de la saison grippale. Ce qui veut bien dire que ça n'a rien à voir avec le virus grippal, et que simplement, il y a ce biais du vacciné en bonne santé. C'est un biais absolument fondamental qui a été amplement utilisé dans le Covid, puisque, là encore, les personnes qui se sont vaccinées étaient en moyenne en meilleure santé. Donc, si ils terminent moins en réanimation, ou s'il y avait plus de non-vaccinés en réanimation au départ, c'était simplement lié au fait que les populations en moins bonne santé, les plus isolées, les plus éloignées de la médecine, les plus à risque en fait, qui vont en plus s'y prendre au dernier moment et vont aller à l'hôpital au moment d'une décompensation déjà avancée parce qu'ils sont alcooliques ou je ne sais quoi, ou qui sont isolés. Ce sont des gens qui sont pas du tout en lien avec des médecins, des gens qui ont des diabètes qui ne le savent même pas. Il faut bien prendre conscience qu'il y a toute une partie de la population qu'on n'imagine pas, mais qui ne vont pas être les premiers à faire la queue à un vaccinodrome, qui sont pas en bonne santé, qui vont se retrouver effectivement, qui ont plus de risques de se retrouver en réanimation. C'est un biais considérable qui est utilisé aussi pour dire que le Gardasil contre le papillomavirus fonctionne contre le col de l'utérus. Il y a exactement ce même biais. On nous produit des études disant, vous voyez, celles qui ont été vaccinées ont moins de cancer du col de l'utérus, mais là encore, c'est sur une base volontaire et donc il n'y a aucune raison ce n'est absolument pas fiable. Et il faut des études randomisées contre placebo pour en avoir le cœur net. Mais il n'y a quasiment jamais de placebo. Dans le cas du Gardasil ou de l'hépatite B, on nous dit ça évite les cancers, mais dans 30 ans. Et donc évidemment, il n'y a aucune étude qui dure 30 ans. On prend des critères intermédiaires comme mais qui ne nous disent pas du tout avec certitude si ça va pouvoir avoir un impact. Tout d'abord, je vous remercie évidemment de toutes les recherches que vous avez pu faire qui nous ont éclairé sur les vaccins. Je crois que la plupart d'entre nous sommes convaincus. Une chose qui m'étonne un tout petit peu, c'est que comment peut-on faire avancer ce raisonnement-là quand on sait que la principale source de revenus des facultés qui forment les médecins d'aujourd'hui sont financés et sont finalement continuent à fonctionner, continuent à vivre grâce aux deniers des laboratoires pharmaceutiques. Ça me semble très difficile à contrer. J'ai juste pour anecdote très courte, j'ai une jeune femme d'environ 34-35 ans qui vient d'avoir son doctorat en pharmacologie, qui travaille pour l'hôpital Cotin, et à qui j'ai dit, mais comment est-ce que tu peux prétendre que ce qui est issu des laboratoires est meilleur que des médecines qui datent de 5000 ans ou autres, avec une bonne alimentation? Elle me dit, oui, bien sûr, bonne alimentation, tout ça c'est très bien, mais tu peux pas me faire ignorer 10 ans d'études dans lesquelles on m'a affirmé que les médicaments, les produits qui sortent des laboratoires sont les produits de l'avenir qui nous feront vivre plus longtemps. Donc comment faire pour rectifier cela alors que les jeunes médecins qui viennent aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup entre nous, on a tous plus de 40 ans. Comment faire aujourd'hui? Comment J'appartiens déjà à ceux qui sont bien au-delà des 40 ans. Comment faire comprendre cela à des jeunes? Je suis directement concerné parce que j'ai des jeunes enfants autour de moi, des petits-fils, des petites-filles, des enfants encore même en jeune âge. Je suis inquiet de me dire que l'avenir est finalement complètement financé par des organismes tellement puissants économiques que on pourra jamais se faire entendre. Comment faire pour arriver? Alors, nous, petits groupes, on est convaincus, ça, on est parfaitement d'accord avec vous. Mais comment faire transmettre cela à nos générations futures? Comment faire pour arriver à... Il n'y a pas d'autre solution, c'est à nous de le faire, chacun à notre niveau, et de le faire le plus possible, parce que évidemment, l'idéal, ce serait un grand soir de la santé, une séparation des industries pharmaceutiques et de l'État, un bouleversement du système. Mais précisément pour les raisons que vous avez dites, il y a une disproportion de force, de puissance, d'influence et d'argent qui fait que je ne vois pas ça arriver tout de suite. Et donc, dans l'intervalle,
c'est à nous, il n'y a pas d'autre solution de convaincre, de donner, je ne vais pas parler pour ma part, mais de donner mon livre à des gens qui pourraient être indécis, de faire visionner les conférences de Jean-Dominique Michel, de Louis Fouché. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On n'a pas le choix, il faut, mais par capillarité, créer cet esprit critique et le diffuser. Et il faut le faire ça, il ne faut pas attendre le miracle vertical. Le miracle vertical, je pense qu'on peut l'attendre. En tout cas, il faut en attendant agir chacun à notre niveau. Moi, j'ai juste une question par rapport aux médecins. Donc, il faut savoir que les médecins ont été menacés par l'État, en l'occurrence, de perdre leur droit de pratique s'ils n'obéissaient pas aux diktats. Alors, je sais qu'il y en a qui ont essayé de rien dire, de rien faire par rapport à leurs patients, et tant mieux pour les patients, et chacun avait son choix, libre choix. Mais il y a des médecins qui ont été dénoncés par leurs patients. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, en France, il y a effectivement, les médecins... En Suisse aussi, à Genève en particulier. Et pas qu'à Genève, partout en Suisse. Il y a des médecins qui ont perdu leur droit. Mais ouais, alors là, j'ai pas la réponse. J'ai une autre chose, un témoignage à faire en fait. Ma fille, qui a 2 enfants, il y a de ça une quinzaine d'années, puisque le petit, il va avoir 16 ans bientôt, avait un médecin, donc elle n'avait pas voulu faire vacciner ses enfants. Donc, ce qui était dans la suite logique familiale en fait. Et en fait, la pédiatre l'a virée. Elle a dit, vous refusez que je suis responsable de votre enfant? Et ma fille a répondu non, la responsable de mon enfant, c'est moi. Mais ça demande de la force, hein, parce que mais vous savez que ça date de loin dans la pensée médicale, enfin une certaine forme de pensée médicale. Dans Molière, vous avez ça, Monsieur Purgon, qui congédie son malade, qui lui souhaite de mourir dans atroce souffrance parce qu'il a osé refuser son traitement. Malheureusement, je dis pas que ça concerne tous les médecins, heureusement, mais il y a aussi, je pense, dans la médecine, j'ai réfléchi à ça récemment, une forme de relation de pouvoir qui plaît à certains, selon les traits psychologiques qu'on peut avoir, ce sentiment de pouvoir que l'on possède. Et nous, ce qu'on promet, c'est plutôt une médecine où le patient est totalement acteur de sa santé, donc il doit comprendre ce qu'on lui propose, mais ça vient un peu en lutte avec une sorte de relation de pouvoir qui n'est incontestable, incontestée, qui a eu lieu pendant des années, qui est maintenant, je pense, un peu dépassée, heureusement, mais c'est aussi, il y a aussi certaines psychologies qui traversent le monde médical et qui sont un obstacle au progrès, je pense. Donc, je voulais simplement vous poser, je suis d'accord avec vous par rapport aux recherches militaires sur les vaccins de masse du type de ceux qu'on partage aujourd'hui. C'est un fait qui est connu, hein. On peut imaginer qu'on a vécu une expérience grandeur nature au niveau mondial. À tous les niveaux, hein, y compris avec les médias. C'est incroyable parce que, bon bref, je voulais dire, quelle crédibilité on peut donner aujourd'hui à l'OMS qui tente à vouloir prendre encore plus de pouvoir à sa prochaine Assemblée Générale au mois de mai au Palais des Nations à Genève, puisqu'elle veut dominer la santé mondiale avec toute la liberté de donner les instructions supranationaux sur tous les pays, y compris en matière de sécurité. Et là, il y a un vrai danger. Et il faut juste pas oublier qu'il y a une quinzaine d'années, on a été aussi trompé, mais malheureusement ça a échoué. Enfin, heureusement pour nous, ça a échoué. C'est avec le H1N1. Oui, malheureusement, on ne peut plus faire confiance à ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, qui est très liée à l'industrie pharmaceutique, mais surtout qui a comme principal contributeur, quand on additionne la fondation et le Gavi, qui est aussi une émanation de Bill Gates, quand on additionne les deux, c'est le premier contributeur de l'OMS. Il y a une telle influence venant de quoi qu'on pense de ses motivations, finalement, indépendamment de ses motivations de Bill Gates. Il a cette idéologie que la réponse aux maladies infectieuses ne peut être que vaccinale et doit être en plus rentable pour l'industrie pharmaceutique,
parce que c'est ce qui permettra de l'alimenter, de créer un cercle vertueux. Ça, c'est si on prend ce qui est affiché dans sa fondation et dans le Gavi. Mais quand on a cette perspective-là, qui est que la vaccination ne peut être que la seule et unique réponse à tous les problèmes, et que vous avez cette personne-là qui a le plus d'influence sur l'OMS, vous avez un problème, c'est que vous ne pouvez plus faire confiance à une organisation qui est autant influencée par cette idéologie qui, quand on la creuse un peu, encore une fois, même si les intentions sont bonnes, se révèle totalement défaillante. Et je vous ai parlé tout à l'heure du DT-Coq qui augmente la mortalité en Afrique, quand on pense qu'on se focalise sur les vaccins en Afrique alors que ce que je disais tout à l'heure, ce qui a permis le progrès, c'est la nutrition, l'alimentation. Si on commençait peut-être par ça, et notamment l'alimentation des femmes enceintes, parce que les carences chez l'enfant et les prématurés, les enfants extrêmement fragiles qui sont emportés par les pneumonies, le problème n'est pas de trouver un vaccin contre les pneumonies pour ces enfants. Le problème est déjà, si on arrive à faire des programmes pour voir que les femmes enceintes soient pas carencées non seulement d'un point de vue calorique, mais toutes sortes de micronutriments, on pourrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Mais est-ce que c'est l'objectif? Je ne sais pas. Je voudrais poser une question complètement autrement, par un autre biais. Je sais que dans le monde médical, beaucoup de médecins estiment, peut-être à raison pour la plupart des gens, que la mort est un scandale. Donc, on arrive sur un principe déjà pas évident. J'aimerais juste demander ici, qui craint la mort ou qui est à l'aise avec cette idée? Qui a peur de la mort? Donc, il n'y a personne. On est d'accord. Non, mais j'entends bien, je veux dire, à partir du moment où vous considérez qu'effectivement la mort n'est pas un problème, il y a un problème par rapport au vaccin. Pourquoi? Parce qu'on cherche à garantir une santé, mais souvent la mort possible. Oui, et puis quelle mort? Parce que là, quand même, ce qui s'est passé, c'est d'une indignité, ce qui s'est passé dans la crise Covid, où on a laissé des gens mourir en interdisant à leur famille d'être à leur côté. Et c'est là qu'effectivement, je vous rejoins dans le sens où la question de la mort, de la vie ou de la mort, a dépassé tout, au-delà des simples relations humaines et dignes les plus élémentaires, et les besoins les plus fondamentaux de l'être humain, qui est d'accompagner quelqu'un de sa famille qui est en train de mourir et de ne le pas laisser seul. Et donc oui, ça doit pas, la médecine doit prendre en compte d'autres éléments que la seule santé physiologique. Pour moi, ce qui est plus important, c'est effectivement comment on se représente ce départ, qu'on va appeler départ, qui est rien d'autre qu'une transformation. Et en fait, la réalité, c'est quand même là que le vaccin travaille, et comme beaucoup d'autres histoires, travaille par peur, par la peur des conséquences C'est comme ça qu'elle a marché. Je pense que la plupart des gens vaccinent les enfants ou se vaccinent lui-même parce qu'il n'a peur de la conséquence. Oui, mais la peur, vous savez, elle peut changer de camp. Moi, j'avais beaucoup plus peur de me faire vacciner que d'attraper le coronavirus. Je veux dire, j'ai très très peur. Si on me forçait à l'injection, j'aurais très très peur. Si on arrivait avec une seringue avec de l'ARN messager, j'aurais peur. Donc, il y a bien le problème de la peur. En fait, pour moi, c'est la peur, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est une émotion humaine. La question, c'est qu'elle soit informée pour qu'on puisse prendre des choix éclairés par rapport à cette peur. Vite par une boutade, puisque le micro passe, en venant chez vous, j'ai pensé à Shakespeare. Être ou ne pas être, telle est la question. Et aujourd'hui, c'est vax ou pas vax, telle est la question. En tout cas, merci de votre brillant exposé. Vax ou pas vax, en tout cas, moi, je demande des études solides, indépendantes et crédibles. Voilà. J'aurais juste une question concernant les effets secondaires. Mes filles sont nées jumelles prématurées et j'ai dû me battre elles sont 21 ans maintenant, mais j'ai dû me battre avec les médecins pour qu'ils attendent pour les vacciner. Et ça aussi, c'était très étrange parce que ça leur apparaissait pas du tout comme évident. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne le plus, c'est tout ce que vous avez dit est extrêmement important, pertinent, et je le sais. Mon père était médecin, il est au ciel, il aurait hurlé. Mais les gens autour de moi pensent que tout cela peut rester impuni, alors que ce que vous avez dit sur les EHPAD est scandaleux. Et j'ai des amis en tant qu'Israélienne qui ont fait le voyage de New York quand le ciel s'est ouvert pour aller retrouver les parents.
et un membre de la famille qui était mourant et qui se sont retrouvés enfermés dans un hôtel à leurs frais, sans jamais pouvoir voir la maman, le papa. Et il y a quelque chose qui dépasse la coqueluche et tout ça aujourd'hui, qui dépasse l'entendement. Ça, je pense que vous, Jean-Dominique Michel, en parlez souvent. Mais ça, d'un côté, ça va jamais cicatriser d'avoir fait ce trajet et de pas avoir pu dire au revoir, ou d'avoir un membre de la famille tellement malade suite aux injections. Et la plupart des gens autour de moi pensent qu'il ne faille rien faire. Il n'y a pas de code Nuremberg, c'est OK comme ça. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Sur ce sujet, je ne sais pas mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait pas vraiment le compte de ce qui est fait, que les gens n'ont pas à rendre de compte, ça va se reproduire. Ça, c'est certain. Si on ne comprend pas ce qui s'est passé, qu'on ne voit pas pourquoi ça s'est passé comme ça, et que certains ont à rendre des comptes, ça veut dire que ça aura réussi d'une certaine manière, en tout cas que tout ça sera passé sans problème, et que au moindre nouveau problème, ça va recommencer. Moi, je me demandais depuis combien d'années on a introduit les vaccins de la grippe. Et je me demandais si c'était pas un peu pour préparer le terrain, pour arriver, c'est-à-dire que préparer psychologiquement aussi les gens, qu'ils acceptent des vaccins comme ça si facilement. Et si on n'est pas arrivé, que le peuple a accepté ces vaccins, aussi parce qu'ils étaient préparés petit à petit psychologiquement, je me posais des questions. Alors, sur l'acceptation, je ne sais pas, parce que le vaccin il y a déjà une grande opinion favorable au vaccin, indépendamment, je pense, de celui sur la grippe. C'est plutôt cette idée que ça a balayé. Celui-là, d'ailleurs, n'est pas, même ceux qui le prennent sont à moitié convaincus, je pense, de son efficacité. Ça date des années 70, et d'ailleurs, on meurt pas plus ou moins de la grippe aujourd'hui. Enfin, il y a eu des études sur 30 ans aux États-Unis. On voit pas d'effet de ce vaccin contre la grippe sur la mortalité. Donc, mais par contre, effectivement, j'avais lu quelque chose qui en lien à ça. Je crois que c'était en lien avec l'armée américaine qui disait il marche pas très bien, certes, ou marche pas du tout, peu importe, enfin il marche pas très bien, mais il faut laisser tourner les usines ouvertes, parce que comme ça, s'il y a une pandémie aviaire ou je ne sais quoi, ou une attaque, on aura toute la capacité de production qui sera là. Donc ça pourrait être aussi une autre explication du fait qu'on laisse sur le marché, qu'on recommande des vaccins qui sont pas franchement probants. J'ai une question. En fait, quelle serait la solution? C'est le boycott? Alors, boycott de quoi? Moi, je vous dis, à part la solution de mieux s'informer, de partager l'information, moi, j'ai pas de solution miracle, j'ai pas de baguette magique, mais je crois par contre au bon sens, que chacun est suffisamment intelligent pour pouvoir se faire une opinion informée, à condition qu'il ait accès aux bonnes informations, qui sachent qu'il y a des informations alternatives, qui sachent qu'il y a deux versions de l'histoire, qui sachent qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts qui fait qu'on ne peut pas s'en remettre totalement à la parole des autorités de santé, et qu'on est obligé pour sa santé de se poser des questions et d'être vraiment acteur de sa santé. Pour les vaccins, mais vous savez, pour le reste aussi, hein, en matière de santé, il faut s'informer avant d'avoir des traitements médicaux, avant de prendre des médicaments à vie. Il vaut mieux s'informer parce qu'il y a aussi d'autres problèmes concernant les médicaments, en particulier pour les maladies chroniques. On va peut-être prendre la dernière question. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. J'habite à Genève, j'ai eu 2 enfants en 2004 et 2006 et j'ai décidé de ne pas les vacciner. D'ailleurs, après avoir été allé voir une conférence du docteur Berthoud. Donc, mes enfants ne sont pas vaccinés, ont 0 vaccin, sans aucun problème. Effectivement, on a dû changer de médecin au départ, qui, lui, ne voulait pas entendre parler de ça. On a changé de pédiatre, donc ça s'est passé sans problème. Une fois par année, on devait répondre à une demande du médecin cantonal qui nous demandait si le statut vaccinal était respecté. Nous, on répondait comme quoi ils avaient reçu tous les vaccins dont ils avaient besoin. Ah, quand même. Oui. Donc, ils ont reçu tous les vaccins dont ils avaient besoin. Donc, mes enfants ont 18 et 16 ans, ils ont reçu aucun vaccin et ça, c'est possible à Genève, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Je retiens la formule, merci. Alors voilà, j'aimerais qu'on conclue
cette magnifique soirée de partage d'informations. Merci infiniment, Xavier Bazin, d'être venu nous voir et d'avoir partagé toutes ces informations qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous, étaient soit nouvelles, soit en tout cas beaucoup plus approfondies que ce qu'on pouvait en savoir jusqu'à maintenant.